Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Isabelle Eberhardt, Un destin dans l'islam, c'est le titre de la biographie de Tiffany Tavernier parue chez Talandier. Franck Ferrand reçoit aujourd'hui son auteur. Bonjour Franck. Bonjour Carole, bonjour à tous. Je suis heureux que Tiffany Tavernier puisse être avec nous cet après-midi. Nous allons découvrir en sa compagnie un personnage tout à fait hors du commun, une femme qu'il faut ranger au nombre des grands aventuriers de l'histoire, une sorte de Laurence d'Arabie au féminin si vous voulez, Isabelle Eberhardt donc. Vous allez nous raconter Isabelle Eberhardt, après quoi vous ferez retour aux origines d'un mot historique. Oui, nous reviendrons sur la phrase prononcée le 17 juin 40 par le maréchal Pétain, appelant les Français à cesser le combat, dans un autre registre donc, parce que pour le moment, vous allez voir que l'heure n'est pas au défaitisme, loin de là. Il fait déjà tellement chaud depuis quelques heures que vous n'aurez pas de mal à vous imaginer dans l'extrême sud de l'Algérie, au milieu d'un désert aride. Imaginez un cavalier étrange qui avance à vive allure sur le sable brûlant du Sahara, vêtu d'un grand manteau berbère en laine, la tête couverte d'un turban en poil de chameau, grandes bottes rouges qui pressent les flancs du cheval, et au sommet des dunes de teinte ocre, la silhouette est là qui se détache en passant comme une météorite dans un ciel bleu pur, bleu tirant sur le violet. En Algérie, on connaît ce cavalier sous le nom de Si Mahmoud. Difficile d'imaginer en vérité derrière ce bédouin des sables, celui, ou plutôt celle qui se cache, une jeune femme issue de la noblesse russe, Isabelle Eberhardt. Écrivain, reporter de guerre, d'à peine 27 ans, une réfractaire, dit d'elle le général Lyautey, comme frappé d'étonnement. Une femme, je cite Lyautey, au prodigieux tempérament d'artiste, quelqu'un qui est vraiment soi, qui est hors de tout préjugé, de toute inféodation, de tout cliché, dit-il, et qui passe à travers la vie aussi libérée de tout que l'oiseau dans l'espace, aussi libérée de tout que l'oiseau dans l'espace. Comment cette jeune fille de bonne famille qui a grandi en Suisse est-elle devenue cette femme tellement étrange, rebelle, nomade du Sahara, convertie à l'islam? Comment Isabelle Eberhardt est-elle devenue Si Mahmoud? Alors, il faut dire quand même que pour Isabelle, tout avait déjà commencé dans la plus grande extravagance, dans l'excentricité, dans l'originalité. Rares sont les petites filles de cette fin de 19e siècle qui reçoivent une éducation aussi singulière que celle à laquelle aura droit Isabelle Eberhardt, nous dit Tiffany Tavernier. Isabelle est une fille bâtarde, sa mère Natalia est une aristocrate russe complètement neurasthénique qui passe ses journées à lire des romans sur les princes russes. Les grands frères d'Isabelle sont un petit peu déséquilibrés, faut bien le dire, tourmentés, ils noient leurs soucis dans l'alcool. Et la toute jeune fille est particulièrement proche d'un de ses frères, qui s'appelle Augustin, le bel Augustin, qu'elle chérit peut-être un peu trop, car de temps en temps, leurs relations ont l'air quand même assez incestueuses. Toute cette drôle de famille a été prise en charge par l'amant de la mère, un anarchiste qui s'appelle Alexandre Trofimovski. Il leur a acheté une villa isolée en Suisse, à quelques kilomètres de Genève. Et cet anarchiste, ce personnage étonnant, va éduquer les enfants en appliquant des idées tout à fait d'avant-garde. Isabelle ne va pas à l'école. Elle apprend avec son précepteur les lettres, les arts, l'histoire, les mathématiques, les langues étrangères, latin, grec, russe, français, allemand. Ça, jusqu'alors, c'est ce qu'on pourrait appeler une très bonne éducation classique. Notons qu'elle est tout particulièrement douée, vive d'esprit, une enfant de 11 ans qui n'a rien d'habituel, disons-le. D'abord, elle est drôle, elle est joyeuse, elle parle donc toutes ces langues, elle s'habille en garçon, on la voit grimper aux arbres et vivre comme une petite sauvageonne, enfermée dans cette espèce de huis clos assez sympathique, somme toute, dans cette villa dorée qui, quand même, avec le temps, finit par devenir une prison. René-Louis Doyon nous dit « Il y a dans cette atmosphère de la villa des inharmonies, un déséquilibre, un laisser-aller qui, selon eux, ne peuvent aboutir qu'à un désastre. » Les grands frères d'Isabelle ont tendance à fuguer, un après l'autre. Isabelle vit ses abandons à chaque fois comme un véritable déchirement. À l'ombre des grands sapins du jardin, nous raconte Tiffany Tavernier, Augustin confie à sa petite sœur que lui aussi s'en ira un jour, en Algérie, car là-bas, les déserts de sable sont pareils à des mers d'or. Isabelle boit ces paroles et se prend à rêver avec lui à ce pays interdit.
L'adolescente, il faut vous le dire, a une singulière tendance à rêver. Elle se réfugie dans ses lectures, elle a toujours un livre à la main. À 15 ans, il faut imaginer un jeune garçon aux cheveux noirs, c'est en tout cas l'impression qu'on a quand on la voit. Elle dévore Victor Hugo, Zola, Baudelaire, Dostoïevski, mais aussi et même surtout les romans orientalistes, avec une prédilection pour ceux de Pierre Loti, le roman d'un Spahi, bien entendu, Aziyadeh, etc. Ces lectures sont pour elle de véritables révélations et lorsqu'on lit Loti, on comprend quel effet il peut faire sur l'imagination déjà un peu fiévreuse d'une jeune fille qui rêve d'évasion. Elle ressent chaque mot au plus profond d'elle. Elle a le sentiment d'y être dans l'atmosphère mystique de cette terre d'islam, dans le sable chaud au milieu des sultans, des harems, des bains turcs et de je ne sais quelle splendeur de l'Orient. Elle a soif d'absolu, Isabelle. Elle a, vous savez, ce désir de rencontres nouvelles, de voyages, etc., qui peut vous habiter parfois et qui vous pousse hors de vous-même, littéralement. Alors, à Genève, elle se met à fréquenter des jeunes Turcs, ceux qui sont sur le point de préparer la révolution de Mustafa Kemal, vous savez. Elle découvre les barbaries perpétrées par un certain nombre de dirigeants, notamment le sultan ottoman Abdülhamid II. On en rajoute autour d'elle, bien entendu, chez les jeunes Turcs, que Abdülhamid, c'est le diable, hein, si j'ose dire. Elle est choquée. Elle va approfondir sa maîtrise de l'arabe. Elle est de plus en plus politique. Et ce qu'il faut dire, c'est que l'anticonformisme ne lui fait pas peur. Vous aurez compris qu'elle n'a pas froid aux yeux, d'une façon générale. Elle a ce goût de la liberté qui est un goût sans concession. Elle sent qu'elle doit exprimer cette aspiration-là, la transcrire dans des mots, et elle se met à écrire, et sous sa plume, les phrases se mettent à jaillir avec une déconcertante facilité. Elle décide qu'elle sera écrivain. Elle n'a jamais traversé la Méditerranée, mais ses écrits prennent déjà l'Orient pour décor. En 1895, donc en 95, elle a 17 ans, elle décrit dans une nouvelle qui s'appelle Vision du Maghreb, cette Algérie colonisée avec les spectacles terrifiants de la guerre. Pas un souffle de vie sur cette immensité morte, écrit-elle. Cette terre du prophète, ce Dar el-Islam, était bien désolée en ce soir de carnage. Entre les décombres noirâtres des cadavres en burnous, tout maculés de sang, gisaient tranquilles à jamais et attendant, la face tournée vers le ciel, d'être ensevelis dans cette terre musulmane pour laquelle ils étaient morts. La petite mosquée brûlait, elle aussi, là derrière. Isabelle rêve d'Orient, mais elle ne veut plus se contenter de rêve. Tout ce qu'elle décrit, elle veut bientôt l'avoir vu de ses yeux. Allez, c'est décidé, elle aussi va partir pour l'Algérie. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Franck, vous nous racontez la trajectoire fulgurante d'Isabelle Eberhardt. On l'a surnommée le Rimbaud des Sables. En 1897, cette fille d'aristocrate russe est partie vivre, écrire et cheminer spirituellement en Algérie. À ce moment-là, depuis combien de temps l'Algérie est-elle française ? Alors, 1897, depuis 67 ans, si je ne m'abuse. Hein, la colonisation de l'Algérie s'est faite en plusieurs étapes. C'est à la toute fin du règne de Charles X qu'on a voulu, c'était un moyen sans doute d'asseoir la monarchie restaurée. Vous savez, la grandeur de la monarchie française, c'est ce que voulait Charles X et on sait où ça va l'amener. Bon, les troupes françaises ont débarqué à Sidi Férouk en janvier 1830, mais le roi lui-même va subir la révolution dite des Trois Glorieuses à la fin de juillet, ce qui n'empêche pas la monarchie de juillet de continuer. Et puis, après ça, la Deuxième République, le Second Empire, la Troisième République vont asseoir la conquête de l'Algérie progressivement. Et au moment où donc Isabelle décide d'y aller, en 97, des campagnes de pacification, c'est comme ça qu'on disait, des campagnes de pacification du territoire ont encore lieu dans toute une partie de l'Algérie, notamment dans les régions sahariennes. Alors évidemment, dans l'esprit d'Isabelle, c'est le pays, c'est l'Orient, hein, c'est le pays arabe, c'est le Sahara musulman. Voilà ce qu'elle veut découvrir, elle. Le côté colonie française l'intéresse forcément beaucoup moins. Sur le bateau qu'elle a pris avec sa mère et avec son précepteur, on est en mai 1897. Si je ne m'abuse, c'est le moment de l'incendie du bazar de la Charité, vous voyez. Et Isabelle sent monter en elle l'excitation
Elle la voit se dessiner, cette côte africaine, les montagnes de l'Edouk qui se détachent à l'horizon, et puis on arrive bientôt dans la ville de Beaune que les Arabes appellent Annaba. Et lorsqu'elle touche enfin sur le sol africain, eh bien, elle a le sentiment de réaliser ce rêve qui déjà était chez elle développé depuis longtemps. Elle a 20 ans à ce moment-là. La voilà donc à Beaune. Elle déambule dans les ruelles dans une chaleur accablante, anormalement accablante d'ailleurs pour un mois de mai. Elle commence par explorer le quartier européen, mais très vite évidemment, ce ne sont pas les colons français qui l'intéressent. Je vous l'ai dit, les musulmans m'ont reçu à bras ouverts, écrira-t-elle. Je ne connais pas encore un seul Français ou Française. Voilà, tout est dit. Ce qui m'écœure ici, c'est l'odieuse conduite des Européens envers les Arabes, ce peuple que j'aime et qui, Inch'Allah, sera mon peuple à moi. Vous voyez qu'elle a vraiment choisi sa culture, son horizon. Ce qu'elle veut, elle, c'est se mêler à ce peuple arabe. Elle rêve d'une Arabie de roman, si vous voulez. Pour une Européenne de l'époque, c'est très inhabituel, bien sûr. Isabelle n'est pas du genre à respecter les normes. Je pense que vous l'aurez compris. Elle s'installe avec sa mère dans une petite maison de la ville arabe, tout près d'une zaouïa, c'est-à-dire un lieu réservé au mysticisme soufi, où on se consacre bien à l'étude du Coran, à la méditation, à l'enseignement spirituel, etc. Isabelle se met à fréquenter ce lieu avec beaucoup d'assiduité. Elle fraternise avec les confréries soufis. Et alors, il faut l'imaginer telle qu'elle est. Elle a des traits magnifiques. Il y a une très jolie photo d'elle sur la couverture du livre de Tiffany Tavernier. Elle s'est coupé les cheveux très courts à la garçonne, hein, et elle s'habille comme un jeune arabe en fait. Elle se drape du costume traditionnel des Bédouins, le burnou. Elle a une cape de laine à capuche pointue, et elle se fond comme ça très facilement dans le pays. Et dès l'été de cette année 97, elle adhère à l'islam. Elle qui a été élevée dans l'incroyance, disons dans l'absence totale de religion, elle ressent ce besoin intense de plonger dans la foi. Moi, sans religion, fille du hasard élevée au milieu de l'incrédibilité et du malheur, écrit-elle, je n'attribue au fond de mon âme le peu de bonheur qui m'est échu sur la terre qu'à la clémence d'Allah. J'attribue ma venue en pays musulman à la volonté auguste de Dieu qui a voulu sans doute me sauver un jour des ténèbres de l'ignorance. Plus étonnant, sa mère Natalia, cette aristocrate russe, va elle aussi se convertir à l'islam. Mais 6 mois plus tard, elle meurt, cette mère aimée. Isabelle est dévastée, elle est bouleversée par la mort de cette mère qui était vraiment tellement essentielle. Elle est encore sous le choc lorsqu'elle apprend qu'elle va devoir rentrer avec son précepteur. Ça va être de nouveau Genève, c'est plus du tout le même décor évidemment. Isabelle n'a toujours pas 21 ans, là. Elle est sous la tutelle de cet homme, elle est pas majeure, elle n'a pas le choix. Elle vit ce départ, disons-le, plus que comme une déchirure, comme un arrachement. Et, une fois de retour à Genève, elle n'a qu'une idée, c'est retourner en Algérie. Il faut dire que quand vous aimez cette civilisation, ce monde, etc., vous retrouvez à Genève, ça doit être à peu près ce qu'il peut y avoir de pire, non ? Enfin, c'est ce qu'il y a de plus éloigné, en tout cas, de son idéal à elle. Lorsque son précepteur finit par mourir quelques mois plus tard, immédiatement, elle reprend le chemin du Maghreb, et cette fois, elle débarque là-bas sans aucun plan préétabli. Elle a quelques économies et elle est prête à vivre l'aventure jusqu'au bout, toujours habillée en homme. Elle se fait appeler donc Si Mahmoud. Elle vit en nomade entre Batna, Baïmzab, El Oued, dans le nord du Sahara. Elle prend l'habitude de se joindre à des caravanes. Donc il faut l'imaginer à dos de dromadaires parcourant le désert, à cheval essentiellement. Et dès qu'elle a le temps, elle écrit, inspirée par les grandes étendues de sable dont son frère très tôt l'avait appris à rêver. Le vagabondage, c'est l'affranchissement, écrit-elle, et la vie le long des routes, c'est la liberté. Rompre un jour bravement toutes les entraves dont la vie moderne, s'armer du bâton et de la besace symbolique et s'en aller, être seul, être pauvre de besoin, être ignoré, étranger et chez soi partout, marcher solitaire et grand à la conquête du monde. Rarement, somme toute, un aventurier aura si clairement traduit par des mots tout simples cette sorte de fièvre qui l'habite. Au milieu du désert,
Elle a de véritables révélations mystiques, notamment un jour de juillet. Il faut dire que la chaleur est terrible. Elle est là à galoper dans les dunes du Sahara, elle est toujours sur son cheval, qu'elle a appelé Souf. Et la chaleur, la faim, la soif l'ont mise dans une sorte d'état second lorsqu'elle arrive en haut d'une immense dune qui est là surplombant El Oued. Elle est prise d'une émotion indicible. C'est à ce moment-là qu'elle a eu pour la première fois l'impression que sa nature très clivée était réunie. C'est un nœud de sa destinée, nous dit Jean-René Huleux. Les visages algériens parlent à son âme et lui parlent profondément. Elle écrit « Il est des heures à part, des instants privilégiés où certaines contrées nous révèlent dans une intuition subite leur âme. Ainsi, ma première arrivée à l'Oued, il y a 2 ans, fut pour moi une révélation complète, définitive de ce pays âpre et splendide qui est le Souf, de sa beauté particulière, de son immense tristesse aussi. C'était l'heure élue, l'heure merveilleuse au pays d'Afrique, quand le grand soleil de feu va disparaître enfin, laissant reposer la terre dans l'ombre bleue de la nuit. À El Oued, au début du mois d'août 1900, elle va rencontrer un homme dont, selon le tempérament que vous aurez commencé à deviner, elle ne va pas tarder à tomber folle amoureuse. Slimane, fils d'une longue lignée de héros qui se sont vus attribuer la nationalité française, il est sergent au 3e SPAHI, et alors on peut dire qu'elle brûle littéralement d'amour pour lui. Le couple qu'ils forment n'en dérange pas moins. Un Arabe avec une Européenne qui elle-même est déguisée en garçon, qui a pris un nom d'homme arabe, il faut vous dire qu'évidemment ça ne passe pas très bien. Isabelle a pour elle sa générosité, sa sincérité, mais ceux qui ne la connaissent pas ont tendance à se méfier de ce personnage insaisissable. Et en un jour de janvier 1901, une rumeur se met à courir. Une infidèle est en pays d'islam et il importe de s'en débarrasser. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes à la naissance du XXe siècle en terre d'islam, à suivre le parcours d'aventurière d'Isabelle Eberhardt qui est actuellement en danger. Alors oui, elle est en danger parce qu'elle n'est plus bienvenue, si vous voulez. 29 janvier 1901, donc elle a 24 ans à ce moment-là. Elle est de passage dans le village de Beïma, le cheikh l'a invitée à dîner. Et alors que tout le monde est à table, un homme entre dans la maison avec un sabre à la main. Il lève son arme au-dessus de la tête d'Isabelle qui frémit de terreur. Le sabre va quand même manquer son coup et s'enfoncer dans le mur. Bien sûr qu'on arrête l'agresseur, mais Isabelle a été profondément bousculée. Elle est ramenée à dos de mulet à El Oued. On va faire le procès de son agresseur. Elle n'a aucune haine en ce qui la concerne. Au contraire, elle demande la grâce de l'accusé, qui évidemment sera finalement condamné. Mais l'affaire a fait du bruit dans toute l'Algérie. Les militaires français commencent à s'inquiéter de cette femme qui, en gros, sème le trouble. Vous savez que c'est ce qu'on n'aime pas quand on est en pleine campagne de pacification. Et bien vite, on va ordonner son expulsion du territoire algérien. Isabelle va quand même réussir à rester en Algérie. Comment? En épousant cet homme qu'elle aime, ce Slimane. Elle se met à collaborer à ce moment-là à un journal arabophile qui s'appelle Al-Akhbar. Et c'est à cette époque, c'est en 1903, qu'elle va rencontrer Lyautey, avec qui l'entente, vous l'aurez compris tout à l'heure dans la description que le maréchal Lyautey lui-même donnait du personnage, avec qui l'entente est totale, immédiate. Lyautey est littéralement charmé par cette espèce de passionné un peu sauvage, au charme et à l'intelligence tellement extraordinaire. Je l'aimais pour ce qu'elle était et ce qu'elle n'était pas, écrira-t-il. J'aimais cette nature prodigieusement artiste. Personne ne comprend comme elle l'Afrique. Et ça, évidemment, c'était réunir toutes les qualités qui pouvaient séduire un Lyautey. Isabelle, donc qui se fait toujours appeler Si Mahmoud, va confier, ce côté androgyne ne doit pas être pour déplaire au futur maréchal d'ailleurs, elle confie à Lyautey qu'elle est en train de rédiger son premier livre. Cette fois, il ne s'agit pas de nouvelles ou d'articles, mais vraiment d'un roman, un roman qui doit être publié. Or, le 21 octobre 1904, elle vient de s'installer à Ain Sefra, on est donc dans l'extrême sud algérien. Une crue subite recouvre d'un torrent furieux la ville basse d'Ain Sefra. Les eaux envahissent les rues, les maisons. Isabelle est comme prise au piège. Elle a encore quand même le temps de fuir, mais il n'est pas question pour elle
qu'elle quitte les lieux sans son précieux manuscrit. Or, le manuscrit, qui est volumineux, est resté à l'intérieur de la maison. Elle cherche les feuillets au milieu des torrents boueux, tumultueux, qui déjà ont semé le désordre dans ses pages. Et alors qu'elle est en train d'essayer de sauver ce qui pour elle était en quelque sorte une forme de testament, si vous voulez, la maison, qui était très affaiblie, s'écroule. Lorsqu'il va apprendre la nouvelle de l'inondation, Lyautey se met immédiatement à lancer des recherches. 6 jours de recherche pour retrouver son corps, nous dit Tiffany Tavernier. 6 jours pendant lesquels beaucoup ont espéré la revoir vivante. Mais le jeudi 27 octobre, Lyautey envoie un télégramme à Alger, ne laissant plus aucun doute. Le cadavre d'Isabelle Si Mahmoud a bel et bien été retrouvé. Le général, à l'époque, il est général et meurtri de douleur. Il ordonne à ses hommes qu'on retrouve le fameux manuscrit d'Isabelle, et dans les décombres, dans la boue, l'on fouille, l'on s'enfonce à la recherche des précieuses pages, on va trouver finalement une sacoche. La boue, bien sûr, a recouvert des mots, mais on arrive encore à déchiffrer le titre, Dans l'ombre chaude de l'islam, des textes étrangement prémonitoires pour cette jeune femme qui va, dans l'ombre chaude, qui va mourir noyée à 27 ans. L'un des textes s'intitule « Que c'est simple de mourir » et un autre « Le paradis des eaux ». Avouez que ça ne s'invente pas quand même, quand je parle de prémonition. Je cite Isabelle Eberhardt. « J'étais couché sur de longues herbes aquatiques, molles et enveloppantes comme des chevelures. Une eau fraîche coulait le long de mon corps et je m'abandonnais voluptueusement à la caresse humide. Je m'abandonnais aux visions nombreuses, aux extases lentes. Il y avait là d'immenses étangs glauques sous des dattiers gracieux. Là coulaient d'innombrables ruisseaux clairs. De toutes parts, des puits grinçaient répandant aux alentours des trésors de vie et de fécondité. Mon esprit quitta mon corps et s'envola de nouveau vers les jardins enchantés et les grands bassins bleuâtres du paradis des eaux. Bonjour Tiffany Tavernier. Bonjour. C'est très triste et c'est bien jeune pour mourir. On peut dire d'Isabelle Eberhardt qu'elle aura été véritablement une météorite. J'en parlais tout à l'heure au début du récit, du beau récit de Mathilde Hirsch. Une vraie météorite, une très belle météorite qui fait que, effectivement, qui nous donne envie en tout cas en ce qui me concerne, qui m'a véritablement ébloui lorsque j'ai connu et que j'ai rencontré d'abord son écriture. Et puis évidemment... Vous êtes venu à Isabelle Eberhardt par l'auteur, si je puis dire, par l'écriture. Oui, je fais partie de... Enfin, la plupart des gens la connaissent par des écrits qu'elle a laissés et qui ont été publiés. Alors, les écrits d'Isabelle ont commencé vraiment à être publiés dans ces années où moi-même j'avais 18 ans. Et lorsque j'ai touché à son écriture et quand je l'ai... C'est vraiment une rencontre, cette écriture. Sensitive, on peut dire, d'une certaine manière, un peu exaltée parfois. C'est une écriture, oui, exaltée et en même temps traversée par une expérience incroyable qui fait de cette écriture quelque chose de très contemporain, très moderne, qui m'a vraiment profondément interpellée à l'époque, et puis qui donne une audace dans chaque phrase, qui donne envie de partir quand on est jeune, mais même quand on est plus vieux, qui donne envie de franchir les frontières, d'aller à la rencontre de ce tout autre, ce que j'ai fait. C'est-à-dire que c'est non seulement... Vous l'avez suivi d'une certaine manière. Je l'ai suivi, j'avais déjà ça en moi, cette graine de voyageur. Mais c'est vrai que de rencontrer son écriture à 17 ans fait que je me retrouve un an plus tard à Calcutta pendant un an à travailler dans les mouroirs. Et c'est vraiment... elle fait partie de ces auteurs, de ces romanciers, de ces aventurières aussi, qui impulsent quelque chose d'un ordre totalement fondamental. Vous voulez dire que son exemple, l'absence totale de barrières que s'était imposée cette jeune femme, vous a permis à vous aussi de vous réaliser d'une certaine manière et d'aller vivre des expériences quasiment limites, puisque vous nous parlez de ces mouroirs de Calcutta. Oui, je pense qu'Isabelle, c'est quelqu'un qui, lorsqu'on la lit,
libère quelque chose de vous. C'est ce que j'apprécie. Et aujourd'hui encore. Aujourd'hui, si je reviens à elle plus tard, 30 années ou 40 années sont passées, je sais plus, j'ai pas compté. J'ai Talendier qui vient me voir, l'édition Talendier qui cherche à écrire une biographie sur une personnalité extraordinaire, me vient immédiatement son nom. Et ce nom, il continue de germer en moi, c'est sa vie, sa présence, parce que non seulement elle insuffle une audace, mais elle insuffle une liberté de regard qui aujourd'hui manque souvent. Et donc, c'est vrai que de relire, on peut la relire jour après jour, année après année, sans se lasser. Et on peut aussi essayer de la comprendre, ce que vous avez essayé de faire. Dieu sait que des biographies d'Isabelle Eberhardt, il y en a eu quand même un certain nombre. Alors, je ne suis pas la première, loin de là. Vous avez une série ininterrompue de biographies éditées et publiées depuis sa mort. Elle a toujours fasciné. Biographie internationale et beaucoup de biographies françaises. La dernière en date est quand même une très grande biographie d'Edmond de Charleroux. Donc j'ai eu un petit peu peur, évidemment, en me lançant dans l'aventure. En 30 ans, puisque c'est la date de la dernière date de parution c'est la date de parution de cette dernière biographie. En 30 ans, il s'était passé néanmoins beaucoup de choses. Des archives étaient ouvertes. Le rapport à l'Algérie, le regard sur l'Algérie avait été quand même considérablement modifié et nourri aussi par des témoignages et par une nouvelle génération qui se levait et qui portait sans doute aussi un regard différent de celui que porte Edmond de Charleroux, qui m'a permis au fait d'agrémenter cette biographie de beaucoup de nouveaux documents et de beaucoup de nouvelles choses. Alors nous allons les mettre à contribution, ces découvertes. Nous allons revenir aux côtés de cette jeune Isabelle Eberhardt et essayer de revivre son parcours d'une certaine manière, avec pas mal de questions que j'ai laissées en suspens sur le bord du chemin. Nous allons ramasser l'un après l'autre les points d'interrogation. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Jusqu'à 15h, nous nous intéressons à l'histoire d'Isabelle Eberhardt et nous avons la chance d'être en compagnie de Tiffany Tabernier, auteure de la biographie Isabelle Eberhardt, Un destin dans l'islam, paru chez Talendier. Alors, revenons peut-être aux origines. Tout commence à Genève, dans une très jolie maison de l'aristocratie russe un peu des marges, si l'on peut dire, à la belle époque, très 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 loin des rêves arabes, tout ça, bien sûr. Oui, alors on commence effectivement avec Isabelle, on commence tout de suite dans le hors-norme, ce qui fait d'elle une aventurière un peu particulière, parce qu'elle ne se découvre pas aventurière, elle naît presque, pourrait-on dire, entre guillemets, aventurière. De la même façon, elle ne se découvre pas féministe, elle est par nature et par essence, étant donné l'éducation qu'on lui inculque, elle est par essence au fait porteuse d'une liberté qui aujourd'hui encore, je pense, poserait question et ferait scandale. Parce que non seulement, effectivement, elle est amenée par ce Trofimoski qu'elle appelle Vava, et qui est est-ce que c'est l'amant de sa mère? Grande question, on ne le sait pas, mais on le suppose. Le compagnon, en tout cas. Le compagnon. C'est le tuteur au départ. Le tuteur, oui. Et ce moudjik, donc petit paysan russe qui était très récemment affranchi, cette éducation, effectivement, elle vient déjà faire d'elle quelqu'un de tout à fait extraordinaire, parce que non seulement elle reçoit effectivement la culture de 10 langues, mais parallèlement il veut faire de ses enfants des hommes libres et des hommes autonomes de demain. Et donc d'abord il les éduque dans l'ignorance absolue de la différence entre les sexes. On est en 1885. De la même façon, il leur apprend à construire une maison. Et puis Isabelle... Cette indifférenciation, si je puis dire, de sexe, va d'ailleurs se retrouver dans toute sa vie, hein, puisqu'elle est constamment à cheval, si l'on peut dire, entre les deux genres. C'est vraiment... c'est le mot... C'est le mot d'ailleurs, puisqu'elle passe son temps à cheval. Oui. Elle passe son temps à cheval, et c'est vrai que le jeu... Et l'écriture même du jeu, le JE, il se fait homme, il se fait fille en fonction et au gré des circonstances et en fonction des destinataires auxquels elle s'adresse. Elle va être Nadia, elle va être Nicolas Podolensky, elle va être Meriem, elle va être Zizou et elle va être Isabelle, effectivement selon l'éditeur auquel elle s'adresse ou l'homme qu'elle aime.
c'est sa particularité. Elle va s'habiller avant de s'habiller et se déguiser, entre guillemets, en cavalier arabe, tout naturellement en sortant de cette villa neuve où elle était plutôt enfermée jusqu'à l'âge de 18 ans. Dès qu'elle va s'affranchir des murs de cette villa et qu'elle va se retrouver dans la Genève de 1895, elle va tout naturellement porter l'habit du jeune matelot et du marin. Pourquoi ? Pour se fondre dans la foule. Parce que être habillée en bottines, petits lacets, jolie robe et ruban ne lui sied absolument pas. Et puis ce qui elle lui... veut pouvoir se faufiler dans le monde, en fait. Hein, c'est vraiment... il y a un érotisme chez Isabelle. Elle est dans la pure sensation. Elle est ce qu'elle recherche avant tout. Et c'est une adolescente. Et moi, j'adore ce personnage parce que il dit tout de nos adolescents. Elle cherche l'expérience. Oui. Avec son frère, les relations sont quand même assez ambiguës, avec un de ses frères. Alors avec Augustin, effectivement, deux êtres qui vivent l'un sur l'autre, enfermés, qui reçoivent cette éducation totalement hors norme, qui fait d'eux des êtres totalement décalés avec leur temps, et bien à un moment donné, ils ont peu de différences, ils adorent tous les deux lire, on les imagine en haut de la Villa Neuve. De jumilité qui s'installe d'une certaine façon. Oui, de jumilité et de parenté d'écriture, ils vont commencer à écrire à deux. Et s'échanger des rôles, et puis échanger des rôles, se raconter les désastres de cette famille et se consoler. Jusqu'où c'est allé. Elle fait part d'un baiser dans une correspondance qu'elle a avec lui. Il est clair que, par exemple, la correspondance d'Isabelle à Augustin est une des correspondances les plus enflammées qui existent. Alors, elle va se calmer. Elle va grandir. C'est une jeune fille de 17 ans, très exaltée, épuisante, géniale, qui peut effectivement avoir, qui aussi joue sa vie sur des coups de cœur. Elle a été au contact de personnalités dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles étaient originales, ça on l'a compris, elle est née dans un monde fantasque, mais elle a été aimée aussi, hein. Il y a ce bain, ça fait partie du... Elle a été très aimée par sa mère. Par sa mère. Natalia, qui était une figure, beaucoup plus discrète, qu'on ne voyait pas, mais qui avait cette classe de cette Russie aristocratique, et qui peut-être avait cette classe et cette liberté de cette aristocratie. Elle aussi va finir par se convertir à l'islam, quand même. Oui, parce qu'il y a une douceur. Je pense elle aimait. Il y a quelque chose d'assez... parfois, chez cette aristocratie, quelque chose de totalement marginal et original qui naît, qui affleure et qui s'autorise aussi. Ce que le bourgeois ne ferait jamais. Il y a là quelque chose de l'ordre d'une folie. Suivons ma fille, allons-y. Un peu comme le rêve qu'elle a de ses princes. Finalement, une version très moderne de l'aristocratie, d'une certaine façon. Oui, une version... Ou très aristocratique de la modernité, comme on voudra. Mais en tout cas, il y a cette double dimension chez Isabelle Eberhardt. Il y a cette double dimension qu'il ne faut jamais oublier et qui la porte sur ses chemins assez extrêmes et qui vont toujours, au gré de ses voyages et de ses routes et de ses vagabondages, puisque c'est comme ça qu'elle les appelle, va toujours faire que seront attirés à elle les gens les plus fantasques, les plus étonnants, les plus marginaux de son époque, et qui souvent appartiennent à la très 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 haute société. Donc c'est pas quelque chose... On avait à cette époque des carcans, un carcan au 19e siècle très lourd, mais qui, de fait, presque expulsait à sa périphérie toute une faune de gens, d'artistes. Mais c'est passionnant, c'est un des aspects les plus passionnants du livre, c'est de montrer à quel point cette société est infiniment plus variée et forte, si je puis dire, que ce qu'on pourrait imaginer. Hein, avec, il y a beaucoup d'originalité dans tout ça. Pourquoi cet horizon vers l'islam, vers le rêve arabe, vers l'Algérie en l'occurrence ? Cet horizon, alors il est porté par cette mode orientaliste. Oui, l'époque s'y prête. L'époque s'y prête, mais c'est une époque aussi où on s'interroge beaucoup, comme aujourd'hui. C'est ce qui fait de la modernité d'Isabelle. On arrive, ce passage du siècle, c'est le chômage, c'est l'industrie, c'est tout d'un coup une Europe qui s'affranchit de tous les dieux et qui pose la question du progrès, jusqu'où aller.
et où est-ce que cet amour de l'argent, cet amour de la croissance va nous porter. Et il y a il y a beaucoup de gens qui s'interrogent et qui regardant et portant un regard sur l'islam ont cette nostalgie des guerriers d'antan, de cet héroïsme, de ce mysticisme, de cette lumière fractale qu'est l'Orient à cet instant et pour eux et qui les éblouit et qui à la fois les fait un peu pleurer ou regretter peut-être. Alors rendons le rêve un peu plus réel, traversons la Méditerranée et retrouvons là-bas Isabelle Eberhardt. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est le parcours tout à fait extraordinaire d'Isabelle Eberhardt qui est évoqué cet après-midi et nous sommes en compagnie, Franck, de la romancière Tiffany Tavernier pour en parler. Et oui, et romancière, scénariste, biographe en l'occurrence, d'une certaine manière. C'est dommage, je le dis souvent, que nos auditeurs n'entendent pas toujours les conversations hors antenne, parce que nous étions en train de parler des critères de l'époque. C'est vrai que nous sommes dans une époque beaucoup plus normée aujourd'hui, beaucoup plus sage d'une certaine façon. Ça reviendra sans doute, le délire et le côté fantasque, mais là on peut dire que on était en plein dedans dans ces années 1897, 18, 19. Il y a une volonté chez certains, dans une petite proportion de cette bonne société, une volonté de repousser toutes les normes, toutes les habitudes et toutes les règles d'une certaine manière. Elle ne fait pas très bon ménage avec les règles, Isabelle Eberhardt. Non, elle ne peut pas faire bon ménage. Elle n'est pas née dans la règle, elle ne les connaît pas et lorsqu'elle les découvre, elles lui apparaissent totalement absurdes et voire abstraites. Elle cherche la liberté et l'incandescence. Elle est liberté. C'est ça. C'est-à-dire que ça va même, c'est ce que j'aime, c'est qu'elle l'est vraiment, elle ne comprend pas qu'elle puisse générer du scandale. Elle ne cherche ni le scandale, ni la polémique. Elle ne cherche pas à avoir raison. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que par son être même et par ce qu'elle est, elle génère, elle déroute, elle stupéfie, elle scandalise. Et c'est vraiment en la suivant et en la suivant pas à pas qu'on découvre à quel point c'est comme ça qu'on découvre tant de personnes qui vont la haïr au point de vouloir l'expulser ou la tuer, mais aussi toute une frange de personnes comme les reclus qui ont cette ferme anarchiste. Alors, il faut dire qu'elle a un goût pour les marges. C'est-à-dire que tout ce qui est un peu en marge de la société coloniale algérienne la fascine, disons-le. On va dire que même il n'y a que la marge qui puisse la supporter. Oui, c'est ça. Et donc, nécessairement, en la suivant, vous allez fréquenter la marge. Et vous allez fréquenter une marge intellectuelle, religieuse, mystique même, parce que on peut dire que les soufis sont quelque part une marge dans le milieu musulman. Ils sont des mystiques. Tout musulman ne devient pas soufi. Il faut vraiment avoir été initié, et elle sera la première occidentale à être initiée soufi dans le monde. Donc, rien que cette nouvelle-là déstabilise et horrifie proprement le monde militaire colonial qui se demande si elle n'est pas russe, si elle veut pas soulever le pays contre eux, et qui se pose mille questions. Marge sociale et morale avec des vagabonds, des prostituées, etc. Et puis, marge, vous disiez intellectuelle, avec Lyautey. Très extraordinaire rencontre avec Lyautey. Alors voilà, c'est ce que j'aime chez Isabelle, c'est qu'elle peut aller chez les poètes comme chez un journaliste, un anarchiste comme Baroucan, ou alors comme Lyautey, un militaire, parce qu'elle adore ça. Elle adore les militaires, elle adore les légionnaires aujourd'hui. Elle aime l'exercice, il faut dire. Elle fait des fantasias, etc. C'est la championne de fantasia dans les déserts. Les Arabes l'acclament, elle est leur championne. Donc elle aime ça, la guerre. C'est quelqu'un qui est à la fois soufi, qui aime faire l'amour, qui aime fumer du kiff, qui aime boire, qui adore tirer des coups de feu en cavalant dans le désert. Elle est jeune, elle est terriblement jeune, elle est terriblement géniale. Et donc, il ne faut pas s'attendre avec elle à être dans quelque chose d'attendu. Elle est absolument insupportable. Et donc, Lyautey, quand il la rencontre, il vient d'arriver sur ce territoire qu'il ne connaît pas. Il est évident qu'Isabelle, à ses yeux, représente à la fois quelque chose d'inouï, mais qu'il adore, parce que lui-même, c'est un électron libre. Mais en plus, elle va lui apporter une connaissance de ce terrain qu'il n'a pas.
Et Lyautey, c'est quand même quelqu'un de pragmatique. Oui, il cherche à comprendre. Il cherche à comprendre, il doit aller vite, il est assez seul, il est très isolé, il a été mandaté par Jonard, qui est le gouverneur d'Algérie. Il a tout le monde contre lui, parce que lui, il veut pacifier en évitant au maximum les bains de sang, ce qui n'est pas du tout d'actualité à l'époque. Et donc, effectivement, il s'acoquine, enfin même se rapproche d'Isabelle Eberhard. Il est fasciné, mais il est à la fois intéressé. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des traces tangibles d'Isabelle en Algérie ? Est-ce qu'elle a laissé des traces ? Il y a absolument des traces, puisqu'à Ain Sefra, qui est le lieu où elle est morte, vous avez à 27 depuis... ans, hein, à 27 ans, encore. elle a laissé derrière elle 2000 pages, c'est quand même aussi un très grand écrivain. Elle a, depuis sa mort en 1904, sa tombe est visitée de façon continue depuis la date de sa mort. Et ça, c'est extraordinaire. Que ce soit des Hongrois, des Japonais ou des Américains ou des Français, sa tombe à Ain Sefra est protégée également par les gens d'Ain Sefra, qui ont constitué une association Isabelle Eberhard. Donc, elle est aimée aussi en Algérie. C'est quelqu'un, et encore aujourd'hui, elle attire cette marge. Donc, il y a eu des réunions, des colloques, on parle d'elle, etc. On parle d'elle, des légionnaires viennent saluer sa tombe. J'étais à Strasbourg et je tombe sur un légionnaire qui me dit « Madame, il ne s'est pas passé une journée lorsque j'étais en poste à Ain Sefra où moi et mes hommes n'allions pas saluer la tombe d'Isabelle Eberhard avant de partir au service. » C'est formidable. C'est ça date des années 2005, 2006. Donc, vous êtes sur une personnalité, une de ces aventurières, peut-être la moins connue, mais peut-être la plus libre, la plus affranchie. Et je pense qu'elle dérange parce qu'elle n'appartient à aucune chapelle. Elle va se planter parfois dans sa vie. Elle va s'unir à des gens qui sont de vrais... Certains Algériens lui reprochaient d'être une sorte de sous-marin pour Ce qu'elle a été. Oui. Ce qu'elle a été, il faut dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire que Isabelle n'est pas anti-colonialiste. Ce qu'elle dénonce dans le colonialisme, c'est la barbarie, c'est la corruption, c'est l'expropriation des terres. Néanmoins, pour elle, le grand rêve, c'est l'association. C'est le rêve de Lyautey, en fait. C'est le rêve de Lyautey, c'est l'association de cet Orient et de cet Occident. L'Orient apportant à l'Occident sa mystique, sa fièvre, son héroïsme, et l'Occident apportant à l'Orient sa connaissance, son humanisme. C'est ça la pointe acérée pour elle on va dire du rêve absolu. Et Lyautey porte ce rêve. Et donc effectivement, elle est prête à tout pour l'aider. On la retrouve plus à Ain Sefra qu'à Genève, si je ne m'abuse. On la retrouve, oui, beaucoup plus. Bien que, attention, à Genève. Genève aussi est une ville étonnante, puisqu'elle porte, elle aussi, dans une sorte de norme concentrée... c'est quand même une ville très bourgeoise. Et néanmoins, à Genève, dès ces années, vous aviez une université pilote qui recevait pour moitié d'étudiants des femmes, alors qu'en France, une femme ne pouvait à l'époque pas entrer à l'université, et pour moitié des étrangers. Donc vous aviez toujours à Genève et en Suisse cette particularité d'avoir une petite... Et puis ces jeunes Turcs, ces anarchistes russes... Oui. Une réserve de gens qui sont des visionnaires, des réfractaires, des rebelles, et qui passent par cette ville et qui offrent à cette ville parfois des courants... Genève ou la dimension d'un certain refuge, ne l'oublions pas, c'est vrai. Tiffany Tavernier, Isabelle Eberhard, Un destin dans l'islam, c'est publié chez Talandier et je pense que je n'ai même plus besoin de vous dire que c'est un livre qui va vous faire rêver. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Oui, concernant la déclaration du maréchal Pétain, c'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Ah oui, alors ça, c'est une phrase effectivement célèbre. Toutes les semaines, on revient sur une grande phrase de l'histoire. Là, on est le 17 juin 1940. Il est 12h30 lorsque les Français entendent à la radio la voix chevrotante, voix extrêmement émue du vieux maréchal Pétain. Il a 84 ans à l'époque. On est donc au début de la guerre. Alors, il y a eu cette longue, drôle de guerre qui a duré des mois où il ne se passait rien. Puis, cette offensive allemande, 6 semaines qui ont été complètement fatales à ce que l'on considérait tout de même, nous l'oublions pas, l'armée française comme la première armée du monde. À l'époque, 90 000 soldats sont morts dans les combats de mai-juin 40. Ne l'oublions pas ça, parce que on a l'impression que les Français ne se sont pas battus parfois quand on lit certains. Ça a été des combats d'une très grande violence. Sur le plan civil, face à l'avancée des Allemands, les populations du nord de la France, vous savez, ont choisi l'exode qui a jeté 6 millions de gens sur les routes. Et donc,
le maréchal Pétain, qui est, ne l'oublions pas, le héros de Verdun. Qui est Pétain pour l'époque? Nous, bien sûr, nous avons une vision très différente du maréchal Pétain. Mais il faut se remettre dans l'esprit de ce qu'on était le 17 juin 1940. Les gens, pour le français moyen, le maréchal Pétain est incontestablement le héros de Verdun. C'est le grand souvenir de la Première Guerre mondiale. Et donc, sa voix, maintenant qu'il est à la tête du gouvernement, sa voix porte considérablement. Alors, avec des conséquences terribles de ce fameux discours, c'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Les soldats français vont cesser de combattre, effectivement. Il y aura énormément de prisonniers. Nous avons parlé l'autre jour des échanges qui seront faits plus tard entre les volontaires du travail et les prisonniers de guerre. Cette question des prisonniers de guerre va jouer un grand rôle. Et puis, vous savez que dès cet après-midi du 17 juin, le général de Gaulle, sous-secrétaire d'État à la guerre, va s'envoler pour Londres. Dans ce petit avion, de Gaulle emportait avec lui l'honneur de la France, dira Winston Churchill. Il y a pas mal de résistants. Je pense à Germaine Tillon qui a dit qu'elle s'était sentie révulsée par le discours du maréchal Pétain. Le secrétaire de Jean Moulin, Daniel Cordier, qui est venu dans cette émission, a rédigé un tract contre le traître Pétain, etc. Donc le maréchal devient à ce moment-là une sorte d'incarnation de ce qu'il ne fallait pas faire pour tous ceux qui déjà ont l'intention de résister. Le 22 juin, l'armistice n'en sera pas moins signé dans la clairière de Retonde, près de Compiègne. C'était là qu'on avait déjà signé l'armistice de la Première Guerre mondiale. Et désormais, la France sera coupée en deux, vous savez, avec la zone occupée et la zone dite libre. Ce discours du 17 juin du maréchal et l'appel du 18 juin du général de Gaulle en même temps, c'est en quelque sorte, ça dessine l'architecture de tout ce qui va se passer en France dans les années qui suivent pendant la Seconde Guerre mondiale. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1. Il y a 50 ans, la révolte grondait sur les ondes. Reculez! Les étudiants savent et les manifestants ne reculent pas. Sur Europe1.fr, revivez les événements de mai 68 comme si vous y étiez. En direct sur les ondes. L'oreille collée au poste d'Europe numéro 1. L'objet de cette explosion, vous avez entendu... Mai 68, la révolte sur les ondes. Un document sonore exceptionnel réalisé à partir des archives d'Europe 1. Le désordre est là. Mai 68, la révolte sur les ondes, à réécouter sur Europe1.fr.